l'exemple tantôt de l'admission dans les salles de cinéma. Donc si vous voulez, cette idée d'enfance, c'est une création qui a, dont les contours, dont les pourtours, finalement, ont évolué d'une époque à l'autre. Et les historiens nous disent, depuis le 19e siècle, la vision occidentale de l'enfance a été d'abord associée à un espace privé, à un espace domestique. Donc, l'espace public a été réservé aux adultes et il était perçu comme une menace pour l'enfance. Alors, et je vais tout de suite à la prochaine slide. Donc, et pour moi, c'est la problématique et c'est ça qui m'a fasciné, je dirais, quand j'ai commencé à réfléchir à cette thématique-là. Et là, on est au cœur, pour moi, de la problématique telle que je la vois, c'est-à-dire, dans le fond, avec la dissémination d'Internet, donc je mets 1995 parce que ça a été l'entrée d'Internet dans le marché, finalement. Et ça correspond aussi à, je dirais, une beaucoup plus forte dissémination populaire. Donc, avec la dissémination d'Internet, la sphère publique pénètre dans l'espace privé de l'enfant. Alors ça, je trouve, pour moi, c'est la problématique. C'est ce qui m'a donné le goût de réfléchir à tout ça. Donc, l'enfant, que jusque-là, on avait, jusqu'à un certain point, réussi à inclure dans l'espace domestique. Mais évidemment, avec la télévision, il y avait eu une première ouverture. Et là, si je me réfère à ma propre enfance, dont j'ai parlé dans un article sur la télévision, enfin l'imaginaire social, la télévision, Internet et le Québec, en fait. Donc, c'est un texte sur lequel j'avais beaucoup investi personnellement, en fait. Et donc, je parlais dans ça de... moi, j'ai commencé à regarder la télévision à 8 ans, à l'âge de 8 ans. Et, je dirais, de 8 à 11 ans, alors que j'étais pas l'enfant qui devait normalement regarder des émissions de politique, je regardais des émissions de politique. Et moi, je viens d'un milieu populaire. On n'avait jamais parlé de politique chez moi. Alors, donc, c'est comme si j'ai découvert l'espace public en regardant des émissions trop sérieuses pour moi à la télévision, qui à l'époque était une télévision unique, c'est-à-dire qu'on avait juste Radio-Canada. Et donc, on était forcés d'écouter les émissions qui se succédaient les unes après les autres. Et j'étais absolument ému de me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui se passait à un niveau, bon, je ne sais pas si j'appelais ça politique à ce moment-là, mais en tout cas, quelque chose à un niveau qui était plus large que ma famille. Tu sais, alors, je dirais qu'avec Internet, on est dans ce mouvement de façon encore plus prononcée. Et ça me fait m'arrêter ici sur le travail de Hervé Glevarec, qui a écrit un bouquin publié par la documentation française, qui s'appelle « La culture de la chambre ». Alors, en France, je pense que ça n'a pas été beaucoup abordé. En Amérique du Nord, il y a des sociologues américaines qui ont travaillé sur la culture de la chambre. Donc c'est intéressant de nous arrêter quelques minutes. Donc, j'associe cette culture de la chambre où, si vous voulez, se développe ce que Glevarec, avec d'autres comme François de Saint-Louis, appelle la préadolescence. Donc, dans la chambre, on est face à un usage précoce de biens culturels et médiatiques. Il y avait la télévision, maintenant il y a l'ordinateur. Évidemment, maintenant il y a le téléphone mobile qui est partout. On assiste donc, je dirais, à une espèce d'autonomisation progressive d'enfants sujets. Alors, Glevarec nous parle d'une appropriation progressive d'un espace propre dans lequel les ados expriment ce qu'ils aiment ou ce qu'ils sont et à partir duquel ils entrent en relation avec d'autres.
Alors, dans son analyse, l'identité juvénile se construit à travers une tension entre trois pôles. Donc, le pôle de l'héritage culturel, c'est donc le pôle de la reproduction, le pôle de la culture jeune, donc le pôle de l'échange avec les pairs, et puis le pôle, dans le fond, d'une autonomisation des goûts et des pratiques. Alors, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des objets médiatiques qui correspondent à chacun de ces trois pôles. Bon, ça, c'est comme une espèce de première, comment dire, on met la table avec ça, mais évidemment, quand on se met à saisir les dynamiques, on s'aperçoit que ça s'enchevêtre et c'est plus compliqué qu'un simple listing comme ça, mais disons, on peut associer à l'héritage culturel les objets tels que des livres, des encyclopédies, à la culture jeune, les jeux vidéo, les lecteurs de musique, les vidéos comme tels, support de l'autonomie, donc la télévision, l'ordinateur connecté, blog, messagerie, réseaux sociaux, téléphone mobile, et bien sûr que tout ça, blog, messagerie, réseaux sociaux, se retrouve maintenant dans le téléphone mobile, mais là, l'étude date enfin, la publication est de 2009. Et puis, il y a, nous dit-il, des objets de l'entre-deux, comme la radio, la mode, je pense que c'est un autre angle, mais, et je dirais qu'on est sous l'emprise d'une culture du divertissement. Ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup quand je vois l'évolution au Canada, par exemple, de la politique. Eh bien, là, je fais un petit dérive sur la question de la culture du divertissement qui marque son emprise chez nous, par exemple, dans le domaine de la politique. Eh bien, récemment, on avait des élections municipales à Montréal et il y avait un candidat qui était porteur d'un vrai programme qui avait été construit depuis 10 ans, etc. Mais il n'était pas beau, il n'y avait pas une bonne image et il était bloqué exactement au même taux de vote, genre 28-29%, enfin, qu'aux élections d'il y a 4 ou 5 ans. Et une jeune femme, belle, qui n'avait pas de programme, mais qui était une spécialiste de la communication publique, des relations publiques, elle est arrivée deuxième, donc le candidat dont je parle était troisième, elle est arrivée deuxième, vraiment très, très serré par rapport à celui qui a gagné, qui était une espèce de mélange des deux. Alors, cet homme politique qui a perdu ses élections a fait vraiment des réflexions, ça faisait pleurer, en fait. Il était comme conscient que la politique est devenue une question d'image et qu'il n'avait pas l'image et que finalement, il n'était pas pour perdre un autre 10 ans de sa vie en sachant que jamais il serait élu et jamais il pourrait appliquer ce programme. Et je regarde à l'échelle du Canada, au niveau fédéral, on a une étoile comme ça qui est le fils de Pierre-Éliott Trudeau, c'est Justin Trudeau, qui n'est qu'une image. C'est un espèce de très beau garçon qui est comme la coqueluche, en fait. Je dirais pas médiatique, il commence à être critiqué un peu, mais c'est absolument incroyable. Tout de suite, il a atteint le plus haut niveau dans les sondages. Il n'est qu'une image. Il n'est qu'une image. Il est insignifiant du point de vue des contenus. C'est vraiment, c'est d'une tristesse. Bon, là, je fais une dérive. Je me suis défoulé, excusez-moi, je reviens. Donc Lévesque parle effectivement d'une culture du divertissement dans cette culture de la chambre. Qui déconstruit la culture classique comme mode de connaissance. Et un dernier élément qui n'est pas dans Lévesque, qui est de dire, mais on pourrait peut-être faire une hypothèse en termes, je dirais, en termes sociologiques, en termes de fracture sociale, en disant que peut-être que pour les milieux populaires, il prédomine encore une culture de la rue en opposition à cette culture de la chambre qui est plus finalement peut-être le lieu des milieux privilégiés. Donc, pour revenir à ma problématique de l'enfant dans l'espace public, je dirais les technologies 2.0 ouvrent aux enfants la possibilité de se balader librement dans la place publique du web. Cette situation génère des inquiétudes chez les parents
les enseignants et les responsables politiques, mais c'est aussi l'occasion de réfléchir aux opportunités que signifie l'avènement du numérique. Donc, le numérique, une menace, elle fait, dans le fond, cette problématique depuis, je dirais, depuis la fin des années 90, la question de l'enfant dans le monde numérique, finalement, suscite une panique morale. Et je vais revenir sur la question de la panique morale dans quelques minutes à partir d'une analyse de Kevin, Kerry Facer. Pardon, j'ai changé de slide. Mais bon, oui, Kerry Facer, une Britannique, dont je vais m'attarder sur l'analyse de la panique morale à partir du travail de Kerry Facer. Et donc, juste ici, pour résumer, parce que j'ai écrit en 2012, en collaboration, un tout petit ouvrage qui s'appelle « Les réseaux sociaux sont-ils nos amis ?» Et j'avais eu l'occasion, donc c'est un petit volume de vulgarisation, il s'agit de faire en quelques signes, de dire des choses ramassées. Et j'ai essayé d'extraire de ma contribution à ce bouquin qu'est-ce que j'avais dit sur le numérique en termes de menaces, donc en m'inspirant notamment de mémoires qui ont été rédigées par des associations d'enseignants. Donc, inquiétude des parents et des enseignants. Les enfants victimes des informations qu'ils publient eux-mêmes sur leur profil. Alors, je ne développe pas, si vous voulez que je développe, je peux développer, mais je pense qu'on est tous au courant. Là. Donc, la question de la cyber-intimidation, donc les menaces, les insultes, les rumeurs. Et c'est fou comment les enfants sont méchants, peuvent être méchants, en fait, entre eux. Piraterie numérique, c'est-à-dire que là, les enfants sont à la merci d'actions ultimement de vol d'identité, mais aussi de création de faux profils pour justement essayer de les pirater d'une façon ou d'une autre. Alors, accès facilité à la pornographie, invitation à la surconsommation, c'est-à-dire une dépendance à la consommation. Donc, il y a aussi l'idée d'une cyberdépendance. Donc, c'est une expression que j'ai vue circuler déjà dans les années 90. Et j'étais assez sceptique par rapport à l'idée de cyberdépendance. Et les psychologues que j'avais lus à l'époque disaient on peut parler de cyberdépendance dans la mesure où c'est rattaché à l'argent, donc dans des casinos, par exemple, ou c'est rattaché à la sexualité. Mais parler de cyberdépendance comme ça, mais là, je pense qu'on commence peut-être que dans le fond, on pourra en débattre tantôt, peut-être qu'on pourrait parler de cyberdépendance parce qu'on voit en interviewant de toute façon les adultes et les jeunes à propos de leur portable. Certains déclarent « je ne peux plus vivre sans mon portable ». Donc, le portable, c'est ma vie. Donc, c'est assez étourdissant, en fait. Et aussi toute la problématique du bris de confidentialité lié aux données personnelles. Ça, je pense que vous abordez ça dans l'axe 4. Alors, là, je veux m'arrêter pendant le temps de 3 diapos sur un travail qui a été fait par une analyste qui se situe dans la tradition de la sociologie de l'éducation, ou sciences de l'éducation, et qui a travaillé à partir d'un corpus de presse, donc tout ce qui s'est publié, plus tous les rapports qui ont été faits, pour le gouvernement, et les éléments politiques qui ont été développés par le gouvernement. Donc son corpus, c'est donc tout ce dont je vous ai dit, entre 1997 et 2010. Et elle a publié en 2012 un article
sur la panique morale entourant l'accès des enfants à Internet. Donc, ce qu'elle constate, c'est que dans la période 97-2001, elle constate une anxiété grandissante des parents, en même temps qu'une pression de l'industrie et des médias pour l'acquisition d'ordinateurs pour les enfants. Donc, on est devant, effectivement, le phénomène, OK, Internet prend de l'ampleur, Internet se dissémine, et puis là, il y a nos enfants, puis nos enfants, ils sont intéressés par Internet. Alors, on assiste à ce moment-là à la construction narrative de l'enfant expert numérique. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur l'expression Digital Natives, qui est une création de 2001 de Prensky. Mais on peut dire qu'on commence à construire, on commence à développer des constructions narratives de l'enfant expert dans le monde numérique à travers donc les notions de Net Generation, Cyber Kids, etc. Donc, je dirais le modèle parental standard. Donc, ce que j'appelle par le modèle parental standard, c'est il y a des parents, il y a des enfants, les parents en connaissent plus que les enfants, les parents contrôlent les enfants, ainsi de suite. Bien là, c'est ce modèle standard-là, dans l'univers de transformation technologique dans lequel on est, il est ébranlé. C'est-à-dire que les enfants commencent à en connaître davantage que les parents en matière numérique. Et ça va aller en s'agrandissant. Et donc, on assiste aussi en même temps à un appel à une gestion responsable de la participation des enfants à Internet. Et si je poursuis l'analyse de Kerry Facer, ce qu'elle constate, c'est que dans son corpus, c'est que dans les années 2000 et 2001, il y a un certain nombre de faits divers rattachés à la pornographie juvénile, donc la pornographie entre enfants, également, évidemment, la pédophilie en ligne. Donc, il y a un certain nombre de faits divers qui occupent l'espace médiatique britannique. On en arrive à faire unanimité autour de l'idée que le web, c'est un terrain privilégié pour les prédateurs sexuels. Et ça confirme la croyance populaire qui affirme que le web doit être conçu comme un espace public exclusivement adulte. Les médias s'adressent directement aux parents, donc elle cite dans son article les premières pages de journaux, et on demande aux parents, on demande aux politiques, mais agissez, il y a un problème là, etc. Donc, campagne médiatique. C'est à ce moment-là que se développent aussi des logiciels de surveillance pour surveiller, dans le fond, les activités des enfants. Et ça va, si vous voulez, cette situation, ce cliché qu'elle décrit au niveau des années 2000-2001, donc tout ça va continuer, il va y avoir, je dirais, une certaine anarchie, un mélange, des enchevêtrements, en fait, tout ce que vous voulez. Et puis, pour revenir à son analyse, donc, elle isole la dernière période 2007-2010 en disant les arrangements, c'est-à-dire, dans le fond, par exemple, l'industrie a développé un web pour enfants. L'industrie a développé des logiciels de surveillance, mais ces arrangements-là s'avèrent inefficaces. Ils peuvent toujours être contournés, de toute façon, par des enfants moindrement débrouillards. Et la prédation et les abus perdurent. Donc, le gouvernement Brown commande le Byron Review, qui est publié en 2008, qui est un document extensif qui part de consultations à partir de porte-parole des lobbies, de consultations auprès d'experts. Les jeunes sont interviewés aussi, ça je vais revenir sur cette question-là, importante. Et ce rapport fait état d'une fracture générationnelle, Generational Digital Divide. Nous sommes dans une dynamique qui est inconfortable entre parents et enfants. C'est-à-dire, dans le fond, je vais revenir dans 2 minutes,
Et pour atténuer l'anxiété parentale,